Bonjour, alors la séance d'aujourd'hui concerne les circuits magnétiques. On commence par la définition des matériaux magnétiques, puis après on va voir les théorèmes fondamentaux pour traiter ces matériaux magnétiques. Alors c'est quoi tout d'abord un matériau magnétique? Tout simplement, ce sont des matériaux qui peuvent présenter une aimantation spontanée. C'est-à-dire, si on a un matériau ferromagnétique, alors ce matériau, donc là à l'échelle microscopique, donc là il est orienté de manière aléatoire. Lorsque j'applique un champ magnétique B, donc là à l'échelle microscopique, donc il y a une orientation des atomes. Donc ces matériaux canalisent facilement le flux magnétique. Bon, là on l'utilise souvent pour les machines électriques, les transformateurs, les capteurs. Alors la relation fondamentale de ces matériaux magnétiques, c'est B égale mu fois H, avec B, c'est l'induction magnétique, l'unité c'est Tesla, H c'est le champ magnétique, ampère mètre moins 1, et mu c'est la perméabilité et mu égale, c'est mu 0 fois mu r. Alors, avec mu égale mu 0 fois mu r. Mu 0, donc c'est la perméabilité des vides, égale à 4 pi fois 10 moins 7, et mu r, c'est la perméabilité relative. Avec mu 0, 4 pi fois 10 moins 7, unité c'est système international, et mu r c'est sans unité. Exemple pour l'air, donc le mu r égale à 1, il reste mu égale à mu 0. Exemple de ces matériaux, là on trouve l'acier au silicium, FeSi. Là on l'utilise souvent en basse fréquence. Et il y a le ferrite. Bon, c'est céramique à base d'oxyde qu'on utilise en haute fréquence, c'est mégahertz. Alors ces matériaux-là sont caractérisés par
la courbe d'aimantation. C'est-à-dire B, l'induction B, en fonction du champ H. Alors H est ampère mètre moins 1. Alors plus on augmente le champ H, plus on aura augmentation de l'induction B. Et c'est ça la caractéristique donc des matériaux ferromagnétiques. Donc là on a une augmentation de B en fonction de H. Et à un certain moment on commence à avoir phénomène de saturation. Alors ça c'est pour B en fonction de H pour un matériau ferromagnétique. Matériau ferromagnétique. Alors, si on compare avec l'air, alors pour l'air, là elle est linéaire mais faible. Voilà, c'est ça l'avantage donc des matériaux ferromagnétiques. Donc il permet de canaliser une induction très importante lorsqu'on applique un champ magnétique faible. Alors la pente ici c'est mu égale mu0 pour l'air. Parce que mu r égale à 1. Par contre, pour le matériau ferromagnétique, mu égale à mu0 fois mu r. Avec mu r, donc elle dépend des matériaux. Mu égale mu0 fois mu r. Avec mu r très supérieur à 1. Par contre, pour l'air, mu r égale à 1. 2, donc théorème d'Ampère. Théorème d'Ampère ou loi d'Ampère. Donc je considère un circuit filiforme de centre O, S. Puis là, théorème d'Ampère, c'est pour la forme intégrale, c'est la circulation des champs magnétiques H à travers le circuit, H scalaire dl, avec, ça c'est vecteur H, et je considère un élément dl des circuits. HDL égale la somme du courant enlacé par ce circuit. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, deux courants, je considère ça le cas général, ça c'est le courant enlacé. Par exemple, là, courant I1, courant I2. Égale à la somme algébrique du courant enlacé par ce circuit II. Alors dans cet exemple, c'est H scalaire dl, donc H et dl sont collinéaires. H, donc il est uniforme sur ce circuit. Je fais H fois, je considère la longueur, donc c'est l'intégrale dl, c'est L. Que je peux, c'est le cas dans le cas d'un cercle, c'est 2 pi r HL égale la somme algébrique du courant enlacé, c'est-à-dire les courants à l'intérieur de ce circuit, c'est I1 moins I2. Voilà. Pour l'exemple ici. Maintenant, pour 3, c'est théorème de conservation de flux.
de conservation. Alors là, c'est double intégrale de B scalaire ds égale à 0. C'est-à-dire le flux à travers une surface fermée donc est conservatif. On considère là une surface fermée S. Ici une ouverture par exemple S1, puis une deuxième ouverture S2. Donc le champ B1 à travers S1, puis là c'est B2 à travers S2. Alors là c'est vecteur surface, donc elle est normale sur S. Si je fais application, sera exemple ici. Alors B1 scalaire vecteur surface S1, c'est moins B1 fois S1. Et B2 scalaire vecteur surface S2, dans le même sens, c'est plus B2 S2 égale à 0. Donc là, je peux déduire que B2 égale B1 fois S1 sur S2. Et puisque le rapport S1 sur S2 supérieur à 1, je vais avoir B2 supérieur à B1. Alors maintenant, pour la force magnétomotrice, alors si je considère une spire parcourue par le courant I qui entoure un circuit magnétique, là, je considère une spire, c'est une bobine, parcourue par le courant I, et là c'est une spire. On définit la force magnétomotrice comme étant F, c'est F magnétomotrice, c'est N fois I. Et à partir du théorème d'Ampère, donc la circulation de HdL égale à la somme du courant enlacé, je peux déduire le champ ou l'induction magnétique dans le circuit. H. Donc c'est, supposons que la longueur moyenne de ce circuit est égale à L. Donc je vais avoir la force magnétomotrice NI égale H fois L. De même, on définit le flux magnétique. Phi, c'est l'intégrale de BDS. Bien, c'est l'intégrale simple, c'est BDS, c'est l'intégrale B ds, donc égal à B fois la section S. Or, B égale à mu fois H, donc je vais avoir le flux phi égale mu fois H fois S. Et H égale la force magnétomotrice sur L. D'où
le flux égale à mu fois N fois I sur L fois S. Ainsi, la force magnétomotrice N fois I égale mu égale à L fois S, L sur mu S fois le flux. D'où la loi d'Hopkinson. Avec, on note L la réluctance, on va le définir comme étant le rapport L sur mu S. C'est par analogie avec les circuits électriques. La résistance, c'est ρ fois L sur S. Ainsi, Ni égale la réluctance fois le flux. Ça, c'est loi d'Hopkinson. Loi d'Hopkinson. Alors là, on peut faire une analogie avec les circuits électriques. Donc là, c'est 4. Analogie avec les circuits électriques. Alors si je considère ici un circuit magnétique, et là un circuit électrique, là pour circuit magnétique on a la force magnétomotrice Ni, c'est analogue à la force électromotrice E. De même, la réluctance est analogue à la résistance dans le cas des circuits électriques. Et enfin, le flux est analogue au courant électrique. Alors cette analogie donc permet de faire l'analyse des circuits magnétiques de manière similaire que les circuits électriques. Donc je peux voir là un circuit magnétique avec une force magnétomotrice Ni et le circuit magnétique équivalent à une réluctance R et le flux qui traverse le circuit magnétique. Donc là, je peux voir Ni, c'est R fois le flux. Ni égale la réluctance R fois le flux. C'est comme le cas des circuits électriques, la force électromotrice E, une résistance R et un courant électrique I. E égale R fois I. Donc là, c'est... Donc là, à partir de cette équivalence, donc là, de même, on peut déduire la résistance équivalente de plusieurs circuits magnétiques en série ou bien en parallèle, de manière similaire que les circuits électriques. Donc si on a un circuit magnétique où on trouve par exemple plusieurs matériaux ferromagnétiques mais montés en série, donc là je peux voir la réluctance équivalente. Alors ici circuit magnétique,
composé. Je fais un exemple ici de plusieurs. Ça c'est magnétique. Je vais donner R équivalente. C'est en série. R équivalente, c'est la somme des réluctances en série. De même, c'est le circuit magnétique en parallèle. Circuit magnétique en parallèle. Voilà, ça c'est les circuits. En parallèle, c'est 1 sur R équivalente égale à 1 sur les RI. Bon, ça c'est par analogie avec les circuits électriques, ce qui permet de calculer la réluctance globale d'un circuit électrique, d'un circuit magnétique. Et enfin, c'est formule de Bochreau. Formule de Bochreau. Je considère un circuit magnétique. Ce circuit est alimenté par une tension sinusoïdale. V de T. Et ici, inspire avec V de T égale V efficace fois racine 2 fois cosinus oméga T, par exemple. Ici, le courant. Alors, d'après loi de Lenz, c'est V de T égale la variation du flux global à travers la bobine, qui est égale à N fois la variation du flux à travers une seule spire. Et je peux déduire maintenant le flux. Donc, le flux phi de T sera égal à 1 sur N fois l'intégrale de la tension V de T, dt, et l'intégrale de la tension V de T, donc l'intégrale de cosinus, c'est sinus oméga T, fois 1, donc ça sera V efficace, fois racine 2, sur N, oméga, fois sinus oméga T. Puis, or, le flux phi T égale l'induction Pt fois S. Ainsi, je peux déduire l'induction B qui est égale V efficace fois racine 2 sur N fois S et oméga C2 pi F, donc fois sinus oméga T. Donc je peux noter ce terme comme étant B max, d'où B de T égale B max fois sinus oméga T. Donc je vais avoir une induction sinusoïdale aussi qui circule dans le circuit magnétique avec B max maintenant, avec B max égale V efficace fois racine 2 sur 2 pi N S fois F, que je peux écrire V efficace égale 2 pi sur racine 2 fois N fois S fois B
max fois f, avec 2pi sur racine 2 égale 4,44. D'où la formule de Boucheron. Voilà, formule de Boucheron.